Mais peut-être ceux qui sont en salle, je ne sais pas. Ok, ok. J'ai eu une contrainte aujourd'hui, je n'ai pas pu participer. Et ce qui fait que je suis en ligne avec vous. Mais ce matin, je n'étais pas en salle. Ah, d'accord, d'accord. Euh, Ok, merci. merci.
Allô, vous entendez? Allô? Oui, Allô? oui, allô? Allô, nous vous entendons. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Oui, ça va. Bonsoir, maintenant je vous entends aussi. OK. Et Gaël? Gaël? Oui. Bonsoir, Gaël. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Gaël dit qu'il a un déplacement. Pour commencer. Allô, on peut commencer? Allô? Oui. On peut commencer? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Oui, Bonsoir. vous pouvez commencer. D'accord, OK. Je suis un peu en déplacement là. Donc, je crois que vous pouvez commencer. Oui. D'accord. Excusez. OK. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir au groupe 2. Moi, c'est Désiré Herbanga. Je suis chargé de programme à Diaconia et précisément au niveau du programme Pésimètre. Bon, j'ai l'honneur ce soir de partager quelques expériences en termes de bureau avec le groupe 2. Et merci à tous d'être là. Bon, il faut dire que Diaconia intervient dans le renforcement des organisations de la société civile. Et de l'expérience que nous avons, il revient qu'il y a quand même beaucoup de difficultés liées au leadership institutionnel. Et notre travail en tant qu'ONG qui appuie la société civile, c'est aussi de renforcer cette société civile-là afin qu'elle soit plus forte et pour répondre vraiment à tous les défis qui se présentent à elle. Bon, à notre avis, c'est clair, hein, il faut que chaque organisation de la société civile prenne le temps. Oui. Ah, j'ai coupé ici. Allô? 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 Allô, oui, on peut continuer? Oui, on a perdu la connexion au niveau de l'ordinateur central. Là. Donc, peut-être il faut que quelqu'un vienne voir. D'accord, OK. Dès que c'est OK, vous me faites signe. OK.
Désolé, c'est bon. Hein? OK. Merci bien. Donc, je disais que il faut que, au niveau des organisations de la société civile, chaque organisation fasse son diagnostic pour avoir une image, j'allais dire, fidèle, qui la reflète dans les domaines de la planification stratégique, dans le domaine de la gestion administrative, dans le domaine de la gestion comptable. Et pour le cas de Diaconia que je connais bien, les OSC que nous accompagnons interviennent la plupart dans la gestion des projets. Et nous avons les questions liées à l'exécution technique, l'exécution financière, le suivi, évaluation, le contrôle. Et il est important que dans ce contexte-là, il y ait vraiment un renforcement institutionnel, un renforcement organisationnel. Bon, et au niveau de Diaconia, pour bénéficier d'un financement, il y a ce que l'on appelle le Partner Assessment. Et ça, c'est une étape, j'allais dire, obligatoire. Et les partenaires qui sont avec Diaconia le savent bien. C'est une étape obligatoire. Et je peux ajouter également que pour ce qui est du programme Prismètre, il a été important de faire le développement institutionnel et le renforcement organisationnel de certaines organisations pour pouvoir les renforcer et vraiment être sûr de la bonne mise en œuvre des activités et qui y sont appelés à conduire. Et vous imaginez que aucune organisation puisse mener à bien un travail. Et c'est vrai que nous voyons déjà ce que l'organisation a comme capacité, mais nous nous préoccupons aussi de renforcer l'organisation là où il y a des insuffisances. Et je vais justement, en termes de témoignages, relever quelques points que nous allons regarder et on discutera autour de certains points que vous jugerez vraiment très pertinents et utiles qu'il faudra mieux élucider. Bon, avant tout, et c'est vrai, on est dans une analyse de concept. Bon, que renferme DIRO, le développement institutionnel, on le sait, c'est défini comme étant le renforcement des organisations dans la perspective d'atteindre certains objectifs de développement, mais beaucoup plus dans une perspective de durabilité. Et parlant de renforcement organisationnel, et c'est surtout le fait de vouloir améliorer les performances de ces organisations-là, afin que les objectifs que ces organisations-là poursuivent soient atteints en termes de développement. Et quand on prend justement développement institutionnel et renforcement organisationnel, bon, c'est vraiment voir comment on peut optimiser le rôle de chaque organisation dans un processus vraiment de développement. Bon, c'est vraiment important dans le cadre du bureau que
un diagnostic soit fait, vraiment, comme je le disais, un diagnostic sans complaisance. Et vous le savez bien, quand une organisation demande une personne ressource pour l'accompagner dans un processus, le fait que ce soit de façon participative, c'est l'organisation qui arrive à faire sa propre image. La personne ressource qui accompagne l'organisation ne va faire que ressortir l'ensemble des éléments nécessaires et mettre ça à l'appréciation des membres de l'organisation. Et c'est aux membres de l'organisation de se noter et de dire, OK, par rapport à quel point nous avons une note de 3 au lieu de 7, nous avons une note de 8 au lieu de 2. Bon, c'est dire que c'est l'organisation elle-même qui, de façon modeste et vraiment franche, définit à quel niveau elle est en termes, voilà, de score. Donc, et si l'organisation pense qu'il y a des insuffisances et qu'elle ne les relève pas, il n'y aura jamais une thérapeutique qui va arriver à, j'allais dire, soigner justement ce qui ne va pas. Parce que si tout va bien, il n'y a rien à soigner. Voilà. Mais d'une manière générale, et ce que nous regardons, c'est vraiment le cadre juridique et réglementaire. Ça, c'est vraiment, bon, c'est le b.a.-ba, hein, mais l'expérience montre aussi qu'il arrive des moments où ces choses-là nous échappent. Et quand nous prenons la nouvelle loi qui régit la loi 64 CNT, 64-2015 du CNT, qui régit les organisations dont la plupart, justement, de nos partenaires relèvent. Et il y a le fait que beaucoup d'organisations n'arrivent pas à se rendre compte que après la mise en place de leur bureau, après que le récépissé leur soit reconnu, la date de validité arrive à échéance, personne ne s'en rend compte. Il nous est revenu de voir qu'il y a des organisations qui ne sont pas à jour vis-à-vis de la réglementation. Alors que ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Si une organisation a un récépissé qui est expiré, et ça veut dire que tout ce qu'elle met en œuvre comme action sur le plan juridique, il y a problème. Et donc, la porte d'entrée, au niveau du cadre juridique réglementaire, il faudra que les organisations, les responsables des organisations soient vigilants sur la validité de leurs documents et vraiment doivent veiller à les vérifier au quotidien pour ne pas être ne pas poser des actes qui ne sont pas reconnus. Bon. Le deuxième point qu'on pourrait souligner, c'est les questions de gouvernance. Je sais qu'avec Ulrich, vous en avez parlé. Est-ce que le partenaire a défini une vision, une mission, des objectifs? Est-ce que cette vision et ces objectifs-là sont décrits de façon claire
Et ce qui est très pertinent également, est-ce que l'ensemble des membres, l'ensemble de membres de l'organisation-là, est-ce que ces membres-là ils s'en sont appropriés? Parce que une chose est d'avoir une vision, mais l'ensemble des membres aussi doivent s'approprier la vision, des missions. Et quand on prend le cas où il y a un personnel salarié, est-ce que ce personnel salarié-là a une très bonne compréhension, une bonne appropriation de tout ce qu'il y a comme vision, tout ce qu'il y a comme mission. Et sur le plan de la gouvernance également, il faudra veiller à ce que il n'y ait pas des questions liées à des soupçons de fraude. Hein. Il ne faut pas qu'on remarque qu'il y a une utilisation abusive des ressources de l'organisation. Il ne faut pas que ces questions-là fleurent. En termes de gouvernance, on doit avoir des règles qui sont bien édictées, qui montrent, OK, au niveau de l'organisation, voilà notre ligne de conduite. Et ceux qui sont membres, ceux qui adhèrent, et ce sont les premiers à pouvoir véhiculer ces valeurs-là auprès de l'ensemble des autres qui ne sont pas à l'intérieur de l'organisation. Il y a également le point de la gestion des ressources humaines. Et en parlant des questions de gestion des ressources humaines, on est en droit de se demander si au niveau du partenaire, il y a des directives, des procédures. Par exemple, quand on prend les questions de recrutement du personnel, et voilà, on se pose, on doit avoir de façon claire au niveau de la documentation de l'organisation, quel est le mode de recrutement du personnel. Et bien consigné, ça peut être par cooptation, mais si c'est par cooptation, ça veut dire que dans la documentation de l'organisation, on a écrit, on peut compter des membres de l'organisation. Voilà, ça ressort de façon claire. Et de sorte à ce que quand il y a j'allais dire, quand un cas se passe, un cas de recrutement arrive, on ne doit pas se poser des questions, comment on va faire? Parce que de façon claire, on a dit, OK, dans l'organisation, pour recruter, nous pouvons compter des membres. Peut-être préciser que s'il n'y a pas de compétences au sein des membres, on lance un avis à l'externe. Voilà, c'est des choses comme ça. Bon, ce qu'on peut ajouter également en termes de gestion des ressources humaines, c'est voir au niveau de l'organisation quelle est, par exemple, quelles sont les modalités d'évaluation des performances au niveau de l'organisation. Est-ce qu'annuellement, il y a un programme périodique qui évalue, voilà, les performances du staff? Et préciser, par exemple, quand on évalue le staff, et quels sont, j'allais dire, c'est sanctionné, par exemple, de bonus, c'est sanctionné, par exemple, d'encouragement, c'est sanctionné, voilà, des choses comme ça. C'est des choses qui, en principe, doivent être consignées dans la documentation
sous la coupe, par exemple, de la gestion des ressources humaines. Maintenant, et l'autre point aussi, c'est quoi? Et on peut voir s'il y a une politique qui favorise, j'allais dire, le développement des capacités, par exemple, des membres de l'organisation ou le renforcement des capacités du personnel qui est affecté, voilà, aux différentes tâches. Et parce que si nous n'avons pas de personnel qualifié, comment nous faisons pour les renforcer afin que justement ce personnel-là soit à mesure des tâches, des différentes missions qui les attendent. Et un dernier point peut-être au niveau de la gestion des ressources humaines qu'on pourrait adapter. Et c'est peut-être de voir au niveau de l'organisation, est-ce qu'il y a des départs fréquents? Est-ce qu'il y a des missions fréquentes? Et l'organisation doit pouvoir analyser ça et puis dire, OK, et s'il y a des départs fréquents, qu'est-ce qui amène ces départs? Est-ce que c'est une question de motivation? La motivation peut ne pas être seulement salariale. Ou qu'est-ce qui fait que, voilà, au niveau de la structure, il y a beaucoup de gens qui bougent, qui ne font pas un certain nombre de temps, voilà, avant de partir. Et ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est avoir le courage, par exemple, de demander à ces personnes qui sont parties là, de avoir leur feedback. Là, vous êtes parti de l'organisation, qu'est-ce qui n'a vraiment pas bien marché? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer comme élément qui puisse retenir davantage, voilà, les autres staffs? Voilà. Et on peut passer à la question liée à la budgétisation et à la planification. Et au niveau des organisations, est-ce que soit il y a, par exemple, des programmes, est-ce qu'il y a les budgets au niveau de ces programmes-là sont bien établis pour l'ensemble des activités qui doivent être menées? Et quelles sont les procédures qui sont en place en termes de planification des activités? Et quel est le système de gestion financière qui est mis en place? Est-ce qu'il y a une gestion financière informatisée? Quels sont les logiciels? Quel est le logiciel, par exemple, qui est utilisé au niveau de l'organisation? Parce que tout ça, c'est des éléments qui peuvent attirer voilà, un partenaire technique et financier, voilà, à mieux s'accrocher à votre projet, à mieux s'accrocher à votre structure. Bon, on a également les questions liées au suivi-évaluation. Au niveau de la structure, il y a un dispositif de suivi-évaluation qui est mis en place. Bon, par dispositif, n'entendez pas un très grand dispositif. Est-ce que, par exemple, annuellement, il est prévu, voilà, de faire le bilan, de faire l'auto-évaluation, que l'on consigne, voilà, quelle est la fréquence, par exemple, d'établissement des rapports au niveau de la structure? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de voir comment, au
niveau de la structure, les choses avancent. Voilà, au niveau, à l'année X et à l'année X plus 1, on voit que les choses ont quand même changé. Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle de gestion de risques de sécurité. Gestion de risques de sécurité, quand on prend notre contexte actuel et au niveau des organisations, d'une manière générale, voilà, qui interviennent sur le terrain, on a justement ces questions de sécurité qui se posent. Maintenant, de plus en plus, il faudra adopter justement un dispositif, par exemple, pour gérer ces différents risques-là en matière de sécurité. Est-ce que là où nous mettons nos activités, il y a des facilités, par exemple, de se déplacer? Est-ce que là où nous mettons en œuvre nos activités, on renforce le staff pour que ce staff puisse faire face aux différentes questions de sécurité qui se posent d'une manière ou d'une autre? Voilà. Est-ce qu'il y a un processus qui évalue, par exemple, les risques sécuritaires, par exemple, du personnel? Voilà. C'est tant de questions qui nous amènent à nous questionner. Hein? Et quand nous nous questionnons, nous voyons que au niveau de tel aspect, même s'il y a des acquis, il y a probablement aussi des insuffisances qu'il faudra régler. C'est l'ensemble de ça, l'ensemble de ces points-là. Je n'ai pas été vraiment exhaustif. C'est l'ensemble de ces points-là qui vont faire que nous allons regarder, nous allons noter et nous allons voir comment améliorer notre existence et être plus opérationnel, être plus crédible, voilà, vis-à-vis de l'ensemble des acteurs et pour mieux encore mettre en œuvre des actions sur le terrain. Bon, d'une manière générale, il y a des points sur lesquels il nous faudra avoir une vue vraiment, j'allais dire, au quotidien. Pensez d'abord à ce que nous soyons en règle vis-à-vis de la législation en cours et pensons avoir une orientation vers un plan stratégique et à partir duquel nous allons décliner un plan d'action, des plans de travail annuels et également pensons à encadrer tout ce que nous mettons en œuvre au niveau de notre organisation à travers un manuel de procédure. Et le manuel est toujours adapté à la taille de l'organisation. Et voilà pourquoi il y a justement cette nécessité de le relire de façon, j'allais dire, voilà, tous les, voilà, on peut aller au bout de 5 ans, on peut le relire pour voir par rapport à ce que nous avions, est-ce que, tel que l'organisation a grandi, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut nécessairement mettre à jour pour pouvoir être en phase? Voilà. Et l'autre point, c'est quoi? Pensons faire vérifier également nos comptes annuellement. Et ça, c'est les audits. C'est des choses qui nous rendent vraiment très crédibles vis-à-vis des partenaires. Et il y a également
les rapports d'auto-évaluation. Après chaque année, nous pouvons nous asseoir, nous auto-évaluer et voir, par exemple, par rapport à chaque activité, qu'est-ce que nous avons pu faire, qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire, quelles sont les forces, quelles sont les insuffisances, qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Et il y a également le rapportage des activités et en faisant nos rapports d'activité, ne pensons pas seulement à plaire à quelqu'un qui a un partenaire financier. Nous, à l'interne même, nous avons un besoin de faire ce point-là et pour nous rendre compte de ce que nous avons fait, pour nous rendre compte de l'évaluation, de l'évolution que nous avons pu faire. Et également, il y a le fait que annuellement, quand nous faisons nos actions, nous pouvons aussi voir quelles sont les bonnes actions que nous pouvons capitaliser. Quelles sont les bonnes actions que nous pouvons capitaliser et quelles sont les meilleures pratiques qui méritent d'être reproduites. Et puis voilà. Et d'une manière générale, il faut dire que d'une manière générale, il faut dire qu'il y a, ce sont des petites choses, mais quand nous nous rendons compte, il y a que ce que nous faisons, ça nous sert toujours comme élément pour pouvoir réaliser, se dire, OK, par rapport à ce que nous faisions, nous étions à un point A, nous sommes actuellement à un point B. Nous pouvons vraiment voir comment nous avons évolué. Voilà un peu la discussion que je lance sur justement ces questions et rappeler que vraiment sur la base de l'expérience avec Diaconia, ce témoignage pourrait être discuté avec en tout cas l'intérêt que vous aurez à poser des questions ou des contributions. Voilà, merci et je vous retourne le micro pour la parole. Oui, bonsoir, M. Yabanga. Oui, c'est mon nom, c'est Axiak. Bonsoir. Oui, bonsoir, Emiro. Oui, merci pour cet exposé. Merci. Alors, moi, ma question est en lien avec les enjeux au niveau organisationnel de nos organisations. Ça veut dire que lorsqu'on regarde aujourd'hui le grand nombre d'organisations, le fait de courir vers les financements, et
quels peuvent être les grands enjeux liés à ça dans les prochaines années, surtout au niveau organisationnel? OK. OK, merci. Autre question où on fait question-réponse? Oui, bonsoir, M. Elvanga. Oui, vraiment. Voilà, en fait, moi, ma question, c'est par rapport à, en fait, à l'intervention, parce que, en tout cas, on sent qu'à travers votre témoignage, nous avons, en fait, la synthèse des actions que nous avons pu suivre durant ces 2 semaines. Maintenant, ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, à l'issue de cette action, une organisation qui sent la nécessité, le besoin d'une réorganisation pour, en fait, renforcer sa capacité organisationnelle et autres, est-ce qu'il y a des initiatives, en fait, allant dans ce sens? Merci. OK, d'autres questions? Oui, bonsoir, M. Elvanga. Bonsoir. Moi, c'est Sayouba Tia. OK. Voilà, merci bien pour la présentation qui nous a permis de faire un peu le tour de ce que nous avons déjà vu. Okay. Voilà, maintenant, moi, ma question, c'est relative au renouvellement des récépissés là. Effectivement, il y a beaucoup d'organisations qui sont dans ce problème-là. Et je me rappelle que le ministère en question avait donné une date butoir pour que les organisations viennent réactualiser leurs récépissés pour être en conformité avec la loi numéro 064. Et passer ce délai, c'était considéré comme ces organisations sont dissoutes. Voilà, ma question, c'est de savoir si aujourd'hui une organisation est dans cette situation-là, puisque actuellement, il n'y a plus de possibilité de renouvellement du récépissé. C'est-à-dire qu'il faut partir à c'est la récréation encore de la structure. Mais maintenant, lorsqu'une structure prend cette démarche pour la récréation, comment elle pourra en fait justifier son ancienneté? Merci. Okay. OK, je peux aller? OK. Et merci pour l'ensemble des questions. Merci pour l'intérêt. Et d'abord, je dirais à Yamiro qu'aujourd'hui, c'est bon, vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. OK, merci. OK, merci. OK. Donc, je dirais à Yamiro que les enjeux aujourd'hui sont très grands et il faut que les organisations se montrent très solides. Très solides, je n'ai pas dit forcément anciennes, je n'ai pas dit forcément ayant beaucoup de ressources au début, mais il faut que les organisations puissent avoir une organisation aujourd'hui qui a une vision, qui fait l'effort d'embrasser un domaine dans lequel vraiment il va pouvoir changer quelque chose et elle met toutes les chances de son côté pour y arriver. Ce sont ces organisations-là qui vont être beaucoup plus en phase avec ces nouveaux enjeux. Je m'explique. Et nous avons aujourd'hui
plusieurs segments au niveau des interventions. Et une organisation qui se spécifie dans un domaine, elle a beaucoup plus de chances d'avoir une expertise. Et cette expertise-là ne peut pas être égalée à celle qui touche à tout. Donc, pour moi, la spécialisation est un enjeu aujourd'hui parce qu'elle va montrer votre capacité de pouvoir faire face à tout ce que nous avons comme défi dans le domaine par rapport à d'autres qui vont embrasser beaucoup de domaines et en définitive ne vont pas être très efficaces, voilà, dans un seul. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut cette spécialisation. J'étais là quand Ulvik donnait l'exemple, il disait que si aujourd'hui, il y a un bailleur qui vient avec des centaines de dollars pour dire qu'il intervient dans un domaine, on va voir que dans les 2-3 semaines qui suivent, des organisations vont aller dans ce domaine-là pour pouvoir profiter du financement qui se présente. Il y a des questions aujourd'hui qui sont très pertinentes. Il faut du financement pour les organisations. Mais moi, je suis de ceux-là qui croient que si vous avez une spécialisation, vous allez toujours finir par trouver une niche qui vous permettra de mettre cette expertise-là et elle ne sera égalée par aucune autre. Et à côté de cela, il y a tout ce que j'ai dit, hein, et je vais encore prendre l'exemple de l'association des blogueurs du Burkina qui a été optée à la mise en œuvre, au début de la mise en œuvre du programme Pésimètre. L'ABB était une jeune structure avec justement cette touche-là, les blogueurs. Aujourd'hui, quand nous voyons l'association des blogueurs du Burkina, nous nous disons que peut-être la peut-être beaucoup d'années derrière elle, mais non. La création et à la mise en œuvre, au début de la mise en œuvre du Pésimètre, nous avons opté l'association des blogueurs du Burkina parce que par rapport à notre thématique, c'était un acteur incontournable. Nous faisons le suivi des politiques publiques avec les technologies de l'information et de la communication. Une structure organisée de blogueurs va nécessairement apporter une grande touche à ce programme-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, de façon, j'allais dire, exceptionnelle, un accompagnement à l'association des blogueurs du Burkina en termes de bureau. On a vu que ABB était un acteur important pour nous et nous avons commandité un bureau et également renforcer l'association des blogueurs du Burkina pour pouvoir mettre en œuvre les actions du programme Pésimètre. Et beaucoup d'autres structures ont été bien intéressées par faire partie du programme, mais
la spécificité de celle-ci fait qu'elle a été cooptée. Voilà, donc c'est dire que au regard de sa spécialisation, elle a trouvé une niche et s'est fait une place dans un environnement que nous savons pas des moindres. Et si nous voyons ce que nous avons pu apporter à ABB, en termes de lancement de la structure, nous sommes fiers aujourd'hui parce que au-delà du programme Prismètre, ABB est maintenant une structure qui arrive à capter d'autres financements. Mais il fallait bien un début. Il fallait bien un début et la spécialisation a été un des critères de cette organisation. Mais Yamero, je conviens que au-delà de ça, il y a ce que vous allez faire de l'opportunité qui vous est offerte. La gestion transparente, vraiment le fait de pouvoir documenter tout, hein, le fait d'être vraiment très réactif, voilà, le fait, comme je disais, de montrer carte blanche aux partenaires techniques et financiers. C'est tout cela qui fera de vous une organisation crédible et beaucoup d'autres chercheront à travailler avec vous. Et bon, là, je passe à la question de Gandema. Et une organisation qui a le besoin de se renforcer ses capacités, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, moi, je dirais que c'est vrai, il y a des opportunités qui s'offrent. Et quand on prend le cas de la formation que nous sommes en train de faire, et la formation, le programme Prismètre l'a initié et on a pensé que c'était intéressant non seulement d'adjoindre tous les partenaires de Diaconia, voilà les différents programmes de Diaconia, et même que, je crois qu'on en a parlé, il y a même 5 places qui étaient encore disponibles que nous avons pu offrir à d'autres organisations de la société civile qui ne sont pas membres du Diaconia. Voilà. Donc, c'est également être aux aguets les bénéficiaires de ces formations, de cette formation qui ne sont pas membres du Diaconia, c'est-à-dire qu'ils étaient alertés. Et quand on a lancé la formation, ils ont vite fait de dire, OK, voilà une formation qui peut nous renforcer. Et voilà, nous allons postuler pour pouvoir en bénéficier. Et effectivement, ça a payé parce que certains partenaires de Diaconia n'ont pas posé leur candidature. Et ça fait du bien aux organisations qui ne sont pas membres de Diaconia et 5 en ont profité. Donc, c'est un peu ça. D'une manière générale, au niveau de Diaconia, ce que nous faisons, c'est ça. Et quand il y a la possibilité dans un programme de prendre en compte les partenaires d'un autre programme, n'hésitons pas. Et c'est ce que nous avons fait au niveau du périmètre pour cette fois-ci. Et il y a la question liée au renouvellement des récépissés. Bon, je crois que la réponse a été trouvée et parce que nous nous rappelons tous
il y a eu vraiment une campagne d'information. Une grande campagne d'information a été faite. Ça, on a le droit de le reconnaître. Et après cette campagne d'information, il y a eu une première vague qui s'est bousculée même, j'allais dire. Et suite à ça, il y a même eu un autre délai. Et ça a permis à pas mal, en tout cas, d'organisations de pouvoir s'enregistrer. Et je crois que la suite, c'est bien ce que vous avez dit. Bon, ça va être difficile de pouvoir capitaliser le nombre d'années, voilà, que nous avons, ces organisations-là avaient déjà et qui n'ont pas pu pouvoir s'y matriculer. Donc, vraiment, je pense bien, je ne suis pas vraiment de... Voilà, mais je pense que ces organisations-là puissent faire valoir leur ancienneté. Ça va être difficile parce que l'occasion a été, et en tout cas plusieurs fois, voilà, de pouvoir être en règle vis-à-vis de la loi 60. Voilà. D'autres questions ou des... comment on appelle ça, ou des contributions par rapport à la première vague de questions? Ok, merci bien pour les éléments de réponse qui ont été apportés. Allô? Allô? Oui. Voilà. Donc, je disais merci pour les éléments de réponse. OK. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de commentaires ou des ajouts à ce que vous venez de dire. Okay. Seulement qu'il y a d'autres questions. D'accord, d'accord. OK. Merci. Bonsoir, monsieur Ebang. Bonsoir, madame. Oui, Naon Kaboré Aïssata pour l'association Pouxada. OK. Et moi, je voudrais savoir, pour une organisation comme la nôtre, qui annuellement ou en fin de projet réalise les audits par projet. Voilà. Je crois que nous n'avions pas encore eu l'occasion de faire l'audit de façon globale concernant la structure elle-même. C'est à chaque fois lié à un projet. Oui. Voilà. Et comment est-ce que nous pouvons arriver à cela? Est-ce que c'est possible dans notre situation de pouvoir faire un audit général? OK. Merci. OK, merci, madame. Je peux aller? D'accord. Et madame Naon, pour une organisation qui bénéficie de plusieurs projets, et naturellement, les audits sont planifiés au niveau de chaque projet. Et il serait intéressant que, au-delà de tout ça, l'organisation elle-même voit comment elle peut faire l'audit global. Et je m'explique. Bon, il y a pas mal de partenaires, voilà, qui financent des projets. Et comme on le sait, ces financements-là viennent
des projets, et c'est clairement, ça ressort clairement. Par exemple, si je prends le cas avec Pésimètre, et initialement même, on pensait que par exemple, la ligne audit allait être au niveau du partenaire, mais en définitive, c'est au niveau de Diaconia que tout a été centralisé pour faire les audits des partenaires. Et naturellement, à la fin de chaque audit, l'organisation a son rapport d'audit, mais ce qui pourrait encore crédibiliser davantage la structure, c'est voir comment elle peut elle-même, à travers des ressources qu'elle va mobiliser, peut-être, ou des ressources propres, arriver à faire un audit global de la structure. Parce que aujourd'hui, vous avez un partenaire comme Diaconia qui intervient dans les questions, voilà, genre redevabilité. Mais vous pouvez avoir un partenaire qui veut intervenir dans beaucoup d'autres domaines et qui aimerait voir au niveau de votre structure même et un rapport d'audit. Vous allez présenter des rapports d'audit de projet, c'est bien. C'est la structure qui a mis en œuvre les audits, c'est bien, mais c'est encore mieux d'avoir un rapport d'audit, voilà, de l'ensemble, voilà, de l'ensemble de la structure. Je crois que ça crédibilise encore plus l'organisation. Et c'est tout comme ce que nous faisons annuellement. On fait des rapports d'audit, mais à la fin du programme, on va faire un rapport d'audit consolidé qui montre que voilà, de la période, pendant toute la période de gestion du projet, les 4-5 ans, voilà ce qu'on peut retenir de façon spécifique, mais c'est sur le projet. C'est sur le projet. Et il serait intéressant que voilà, l'organisation puisse inscrire un audit qui va prendre en compte pas seulement un programme, mais la structure. Allô? Allô? Madame Naon, ça peut aller? Oui, merci, monsieur Ebanga. C'est bon, c'est bien noté. Merci. Ok, monsieur Ebanga. Oui. Merci pour tout. Je crois que le groupe a bien reçu. OK. Et voilà, et dit de vous transmettre qu'on peut vivre avec et nous améliorer. OK. Voilà, donc vous remercie pour cette OK, merci au groupe 2 et voilà, on se voit demain. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, merci beaucoup, Désiré. Bonne soirée à toi, à demain. Merci pour le partage. Ok. Vous êtes déconnecté, vous êtes déconnecté.